Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général d'Alexo, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire que j'interviens au nom de l'Alexo, c'est-à-dire du Centre international pour la protection et la conservation des biens culturels. L'ICROM a été fondé il y a une cinquantaine d'années par l'UNESCO, autant dire qu'en tant que filiale de l'UNESCO, c'est un organisme qui participe par sa vocation, par ses travaux, à la sauvegarde des biens de l'humanité. Son directeur général, M. Bouchnaki, a été pendant plus de 20 ans à l'UNESCO comme directeur du patrimoine mondial et vers la fin de sa présence à l'UNESCO, sous-directeur général pour la culture, il m'a chargé de rappeler l'appui ferme qu'il apporte à vocation patrimoine, c'est-à-dire à ce grand projet lancé par le professeur Coppens et Madame de Foucauld. Permettez-moi de rappeler personnellement que nous avons travaillé dès 1994. J'ai eu la chance de travailler avec le professeur Coppens et avec l'aide d'assistance, de Mondiale Assistance et d'assistance ethno avec Madame Béatrice de Foucauld pour ce grand projet d'un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial, un site éponyme, l'homme de Pékin, l'homme du Sinanthrope, à Zhoukoudian, dans la banlieue, une cinquantaine de kilomètres de Pékin. Et c'est à ce moment-là qu'avait commencé la première coopération entre l'UNESCO et le professeur Coppens, Madame de Foucauld, et ce qui était à l'époque les prémices de ce que nous avons aujourd'hui, vocation patrimoine. Je voudrais pour ma part, pour aujourd'hui, ayant eu le privilège de présider à 2 reprises le comité du patrimoine mondial et en assurer un poste qui me permettait de suivre tous les travaux, c'est-à-dire de rapporteur à plusieurs reprises, je voudrais, avec votre permission, puisque ma collègue et amie Madame Lemaître a fort bien présenté l'essentiel, c'est-à-dire pourquoi un site est sur la liste du patrimoine mondial, la valeur universelle exceptionnelle. Je voudrais, ayant passé plus de 20 ans à suivre la mise en œuvre de cette convention, en tirer une leçon à laquelle souvent on ne pense pas, et qui est la portée réellement universelle et pour la paix dans les esprits et la paix entre les cultures. Premier exemple que je prendrai, vous savez que sur cette liste, nous avons la grande mosquée de Cordoue, la plus grande du monde. Quelquefois, les gens n'y pensent pas. Ce ne sont pas les pays musulmans qui ont présenté la grande mosquée de Cordoue. Ce n'est pas l'Alexo qui a présenté la grande mosquée de Cordoue. La grande mosquée de Cordoue a été présentée sur la liste par le royaume d'Espagne, qui, c'est un fait d'histoire, a été, à un moment donné de son histoire, en conflit avec l'islam et a même pris un acte d'expulsion des musulmans. Eh bien, l'Espagne d'aujourd'hui, le royaume d'Espagne, a, en paix avec son histoire, demandé à l'UNESCO d'inscrire comme patrimoine national d'abord espagnol la grande mosquée et patrimoine universel. Je pense que c'est une très grande leçon de cette liste du patrimoine mondial. Prenons un autre pays du sud de la Méditerranée, la Jamaria libyenne. La Libye, pays arabe qui invoque son arabité, tout le monde le sait. Savez-vous par quel monument, par quel site la Libye est représentée sur la liste du patrimoine mondial? D'abord par Cyrène, ville grecque, et ville grecque extraordinaire, ville grecque exceptionnelle, presque à l'image des grands sites de la Grèce propre. Et de l'autre côté, je ne prends que ces 2 sites extraordinaires et essentiels, symboliques, Leptis Magna. Une des plus belles, peut-être la plus belle après Rome, des sites romains du monde. Eh bien, vous voyez que la Libye n'est pas représentée par des monuments arabes, n'est pas représentée par des monuments de la culture islamique. Elle est représentée sur la liste par
2 sites, il y en a d'autres, Sabrata, qui est un site romain aussi, d'autres sites, eh bien, essentiellement par un site grec et par un site romain. C'est-à-dire que la Libye a réinséré dans son patrimoine, de son histoire, 2 cultures, la culture grecque méditerranéenne et la culture romaine méditerranéenne. On n'y pense pas. Et souvent, on ne voit pas à travers cette liste du patrimoine mondial la leçon qu'il faudrait en tirer. C'est-à-dire que ces pays, quand ils présentent, et c'est par leur liberté, par un acte souverain sur la liste du patrimoine mondial, ils présentent ce qu'ils pensent être très exactement une partie de leur patrimoine et un symbole de leur choix culturel. 3e et dernier exemple que je prendrai. La vieille ville de Jérusalem, El-Quds, a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial à la demande du royaume hachémite de Jordanie. Le royaume hachémite de Jordanie a présenté une liste de 220 monuments de la vieille ville. Cette liste comprend d'abord ce qui est prégnant dans le paysage urbain de la vieille ville à l'intérieur de ses remparts, c'est-à-dire, avant tout, sur les 220, plus de 186 monuments qui sont d'époque islamique. Mais, dans la même liste, il y a l'autre aspect extrêmement important des monuments chrétiens, tant catholiques que orthodoxes, mais aussi tous les autres, c'est-à-dire anglicans, luthériens, tout ce que le christianisme a fait construire depuis longtemps dans cette vieille ville à l'intérieur de ses remparts. Mais il ne s'est pas contenté, le royaume ne s'est pas contenté dans sa liste présentée à l'UNESCO et inscrite, et elle est dans les archives, et toujours on y fait référence, sur la liste du patrimoine mondial, dans les 220 monuments, vous avez aussi 6 synagogues historiques. C'est-à-dire que dans cette ville, sur la liste du patrimoine mondial, présentée par un pays arabe, et un pays arabe en conflit bien évidemment, ce pays ne s'est pas contenté de présenter l'aspect musulman, l'aspect chrétien, il a présenté aussi l'autre aspect qui, certes, est minoritaire sur la liste parce que c'est un fait d'histoire, mais qui est extrêmement important. Et donc on trouve les 3 religions du livre, une partie de l'universalité à travers la religion hébraïque, la religion chrétienne et la religion musulmane, et c'est très précisément ce qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est-à-dire cette vocation à l'universalité. Je crois qu'il est très important d'insister sur les conditions d'inscription, sur la valeur universelle exceptionnelle, mais de rappeler que la liste du patrimoine mondial est une liste qui permet aussi de penser à ce qu'on peut appeler une paix culturelle, de lutter contre cette idée qui a un peu ravagé pendant ces dernières années les esprits. Je dis bien ravagé parce qu'elle a été criminelle de lancer cette idée de guerre des cultures, de guerre des civilisations. Non, la liste du patrimoine mondial, grâce à l'UNESCO, grâce à sa mise en œuvre, et aujourd'hui, comme l'a rappelé Madame le Maître, c'est pratiquement le monde entier qui est sur la liste. Donc bientôt, on atteindra tous les pays membres de l'UNESCO et de l'ONU. Eh bien, cette liste est une liste de paix entre les cultures, et je dirais pour les pays, j'ai pris l'exemple de l'Espagne et surtout l'exemple de la Libye, paix à l'intérieur même d'un pays, paix avec son histoire et les aspects peut-être quelquefois difficiles d'une histoire. L'Espagne a combattu l'islam, et l'Espagne, aujourd'hui, est représentée sur la liste du patrimoine mondial par la plus grande mosquée du monde islamique. Donc, je voudrais insister sur ces points et prier, en tout cas, vocation patrimoine, de penser que l'ICROM, que le Centre international, autant que l'UNESCO, les soutiennent dans leurs travaux. Et quand on dit vocation, avant tout penser à cette vocation essentielle aujourd'hui, qui est celle de la paix entre les cultures et la paix dans le monde. Je vous remercie.